J'habite en Chine depuis 6 ans, où je prends d'ailleurs beaucoup l'avion. Et, cher Patrice, je me réjouis de savoir que Thales peut améliorer les conditions dans lesquelles les avions sont à l'heure. D'ailleurs, je pars dimanche midi, Air France A111, si tu peux faire un petit quelque chose. Et voilà, donc les objets qu'on nous décrit depuis ce matin, depuis 30 000 pieds, moi je les vois depuis 30 centimètres. Et encore, c'est parce que j'essaye de prendre un peu de recul aujourd'hui. Et comme Jean-Pierre Raffarin disait, je fais partie de sans doute les quelques millions de managers dans l'économie chinoise qui essayent que leur entreprise prenne leur part de cette croissance. Alors je voudrais vous dire 3 choses. La première, qui est tellement un consensus que ça en devient une banalité, c'est que les sujets dont on traite aujourd'hui sont extrêmement importants parce que nous allons voir de plus en plus d'entreprises chinoises faisant l'acquisition d'entreprises françaises, d'entreprises allemandes, d'entreprises de Grande-Bretagne, d'entreprises européennes. Pourquoi ? Christian de Boissieu l'a dit, la Chine ralentit, elle ralentit lentement, mais elle ralentit, et donc les entreprises chinoises les plus dynamiques s'orientent vers la croissance externe. Or, en Chine, le prix des entreprises est très élevé. Les banquiers parlent de multiples élevés des résultats parce que c'est un très grand marché et qu'il y a beaucoup d'argent. Et en revanche, en Europe, par contraste, le prix de nos entreprises apparaît plus bas. Donc assez naturellement, les entreprises chinoises les plus dynamiques, qui en plus ont de l'argent, ont accès à un marché, mais n'ont pas toujours les bonnes technologies, n'ont pas toujours des marques comme nous avons en Europe, s'intéressent, désirent ce qu'elles n'ont pas, comme toujours, et donc vont faire des acquisitions en Europe et en particulier en France. Est-ce que c'est grave ? Alors, de mon point de vue, ça peut être une très bonne chose, à condition que nous nous entendions sur comment gérer ensemble ces entreprises. Et donc, c'est ce qu'on appelle les questions de gouvernance d'entreprise. Et là-dessus, je voudrais vous apporter un témoignage peut-être un peu plus précis sur un cas récent, un des cas les plus importants d'acquisition en France, quand le groupe d'État automobile Dongfeng est entré au capital de PSA, dont il a pris 14% en début 2014, aux côtés de l'État français qui a également 14% et de la famille Peugeot qui a 14%. Donc 3 actionnaires de référence qui dirigent le groupe depuis maintenant 2 ans. Alors j'ai participé d'abord à la négociation de cette rentrée de Dongfeng au capital et il y a eu 3 moments intéressants, voire un peu inattendus dans la discussion que je voudrais partager avec vous. La première, ça a été sur les moyens que Dongfeng comptait mettre. C'est-à-dire qu'ils ont mis à la fin 800 millions d'euros, on avait besoin d'un peu moins de 3 milliards d'euros, on avait 3 actionnaires qui ont investi, plus on a ouvert à une augmentation de capital à l'ensemble des actionnaires. Bref, on avait besoin d'un petit milliard d'euros de Dongfeng. Et donc on a eu une négociation, c'était à l'époque le président du groupe Philippe Varin que j'accompagnais avec M. Xuping, le président de Dongfeng, et on est arrivé en disant bon, il faut absolument qu'on les convainque de mettre 1 milliard d'euros. Et donc, la négociation a démarré, et à notre grande surprise, le président Xuping a dit « Mais vous avez besoin de combien ?» Bon, alors on s'est regardé, on s'est dit « Bon, il faut demander plus, il va demander moins, etc. » Bon, il a dit 2 milliards. Il a dit « Bon, d'accord, 2 milliards. » Alors, on était stupéfait, et après il a fallu pendant les semaines qui ont suivi dire bah non, finalement c'est plus 2 milliards, c'est 1 milliard, excusez-nous. Bon, donc premièrement, ça a juste manifesté au plan microéconomique que l'accès des entreprises d'État chinois au capital, il est virtuellement illimité. Deuxième moment intéressant dans la négo, le prix de l'action. Bon. Quand on avait commencé, si vous regardez d'ailleurs historiquement, il y a des articles de presse, donc tout ça est public, notre cours de bourse était à 6-7 euros. Puis au fur et à mesure que la négociation a avancé, évidemment, la spéculation s'est emparée de notre groupe et on est passé à 11 euros. Et donc, nous, on voulait vendre nos actions 11 euros, puisqu'elles étaient à 11 euros. Et là, le président Xuping nous a dit, écoutez, non, je ne peux pas, sauf si vous me signez un papier qui me dit que votre action va jamais descendre en dessous de 11 euros. Parce qu'évidemment, c'était un petit peu difficile. Et il nous a dit, écoutez, c'est très simple. Moi, je ne peux pas acheter à plus de 6 euros. Alors là, on était totalement découragé. Parce que si vous, PSA, vous achetez une société et que vous payez un peu cher, que le prix baisse, bon, le bonus des dirigeants sera faible, voire même on vous foutra à la porte. Moi, si j'achète trop cher, j'irai en prison et probablement en prison à vie.
Parce que une des voies de la corruption historiquement en Chine, c'est sortir de l'argent de Chine. Donc un dirigeant d'entreprise comme le président Xi Jinping, qui connaît parfaitement PSA, s'il sort 1 milliard d'euros de Chine pour les mettre chez PSA et que ce milliard ne vaut plus que 500 millions d'euros au bout de 6 mois, personne en Chine ne va penser qu'il ne l'a pas fait exprès. Tout le monde va penser que ça a été organisé, que c'est une façon de sortir de l'argent. Donc il a dit, moi, je ne peux pas payer plus de 6. Et alors comment on a trouvé une solution pour vendre à 6 euros des actions qui valaient 11 sur la bourse de Paris? C'est qu'on les a vendues à 6 euros au président Xi Jinping, mais aussi à l'État français, mais aussi à la famille Peugeot et aussi à tous nos actionnaires. Ce qui fait que finalement, pour tout le monde, c'était la même chose et que si vous réfléchissez en termes de valeur, on a renoncé à beaucoup moins de valeur que l'impression que ça aurait pu donner, et lui, il a pu acheter et être assuré, et d'ailleurs, l'action est aujourd'hui à 13 ou 14, donc ça a été une bonne affaire. Le troisième point de la négociation, qui a été aussi un peu inhabituel, c'est que le président Xi Jinping, personnellement, avec beaucoup d'humilité, de modestie, nous a dit, écoutez, je n'ai jamais été au bord d'une société non chinoise, expliquez-moi comment ça marche. Bon. Et donc, on a expliqué, voilà, il y a un conseil de surveillance, le management présente, bon. Et il nous a fait réexpliquer, et réexpliquer, et réexpliquer, il ne comprenait toujours pas. Finalement, il nous a dit, je vais vous dire comment chez nous ça se passe. Bon. Le Dongfeng est une société chinoise dont l'État chinois a plus de 60%, près de 70%, qui est cotée à Hong Kong. Donc il y a des conseils d'administration qui se tiennent à Hong Kong. Et comment ça se passe? Il nous a dit de façon très transparente, alors peut-être à l'époque un peu confidentielle, mais je vous fais confiance, ça ne sortira pas de cette salle. Il nous a dit, voilà, la veille du conseil, l'ensemble de l'équipe de direction de Dongfeng va à Hong Kong, et on traite tous les sujets du Conseil. Alors évidemment, on n'est pas d'accord entre nous, on se dispute, un tel veut ci, un tel veut ça, et moi, président Xi Jinping, j'arbitre, et à la fin de la journée, on est tous un peu fatigués parce qu'on s'est beaucoup disputé, mais on a des décisions. À ce moment-là, les membres du comité de direction qui ne font pas partie du conseil d'administration reprennent l'avion pour Wuhan. Les membres indépendants du conseil d'administration arrivent de Chine à Hong Kong, et le lendemain on fait le conseil, et là ça dure une demi-heure parce qu'on approuve tout ce qu'on a décidé la veille. Donc le conseil se passe parfaitement et on n'a jamais de dispute, jamais de discussion, et tout est approuvé. Et donc nous on pense que c'est bien comme ça, donc vous devriez faire comme ça chez PSA. Bon. Alors on dit, mais non, mais nous on ne peut pas, nous il faut qu'on conseille, il y ait des débats. Et d'ailleurs, il y a maintenant des évaluations du fonctionnement des conseils d'administration, comme vous savez, où on doit s'assurer qu'il y a un certain nombre de débats contradictoires, que les gens peuvent exprimer des désaccords, que ces désaccords sont instruits, tranchés, etc. Et donc on a trouvé une solution, parce que leur sujet était en particulier sur l'Asie. Il nous disait, voilà, si vous décidez de réduire de 50 personnes l'usine de Sochaux ou d'investir à Sochaux, on n'a pas vraiment de valeur ajoutée. En revanche, pour faire une usine au Vietnam, où on a une usine, ou pour nous développer au Myanmar, ou pour faire une usine en Malaisie. Là, nous, on a des usines qui font des camions, des utilitaires, on connaît bien le pays, on connaît les autorités, là, on peut vous aider. Bon. Et donc, on a décidé de créer ce qu'on appelait le comité Asie, c'est-à-dire un comité du Conseil qui se réunit avant le Conseil, avec un petit nombre de membres du Conseil, dont nos amis chinois, et là où on peut avoir des débats contradictoires sur la façon de traiter les sujets, sujets que nous traitons, on aboutit à des consensus, des conclusions, ou bien on reporte, et après le Conseil, lui, se tient comme sur ces sujets, comme l'espéraient nos amis chinois, c'est-à-dire de façon totalement consensuelle. Donc voilà, juste pour expliquer, finalement une forme d'humilité de nos amis chinois sur on veut apprendre, on veut rentrer dans le fonctionnement de vos entreprises européennes, mais aussi la nécessité de s'adapter à certaines attentes. Donc ça, c'était avant la prise de participation, elle s'est réalisée. Depuis 2 ans et demi, donc, nous avons des conseils d'administration où le président Xi Jinping et maintenant son successeur, M. Zhu Yanfeng, est vice-président du conseil de PSA. Et tout se passe très bien. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président Louis Gallois du Conseil qui s'est exprimé à plusieurs reprises dans la presse pour dire à quel point nos amis chinois sont des administrateurs à la fois actifs et qui nous aident dans nos discussions. Une fois de plus,
ça ne va pas de soi. Dongfeng est une société d'État chinois, donc s'applique la grande gouvernance chinoise et qui est à la fin celle du parti communiste, avec des pratiques qui sont un peu différentes. Par exemple, les présidents n'ont pas leur passeport sur eux, il est détenu dans un ministère. Pour pouvoir venir en France, il faut qu'ils en fassent une demande, il faut expliquer tous les gens qu'ils vont rencontrer, les sujets qu'ils vont traiter. Cette demande, elle passe au niveau local auprès du comité du Parti communiste où chacun a 7 ou 8 jours pour s'opposer. Enfin bon, c'est assez compliqué, mais en dépit, et la façon de recruter, la façon de nommer, la façon d'évaluer, là aussi, c'est assez différent de ce qu'on pratique dans une entreprise occidentale. Mais au total, avec ce processus d'apprentissage, on est capable aujourd'hui d'avoir une contribution de notre actionnaire chinois à la gouvernance du groupe qui est tout à fait dans les canons des attentes européennes. Donc voilà, et ça me paraît un point essentiel pour que les acquisitions futures se passent bien. Enfin, un troisième et dernier point, le professeur Badi nous parlait tout à l'heure du fait qu'il n'y avait pas de volonté messianique chez nos amis chinois et pas de volonté un peu à l'américaine de loi extraterritoriale décidée par des Chinois qui s'appliquent aux autres. Et c'est totalement vrai. Néanmoins, il y a un point qui commence à apparaître, c'est que la taille du marché chinois est telle que des décisions qui sont prises par l'administration chinoise sur le marché chinois ont un impact significatif en dehors de Chine. Alors je vais prendre deux exemples très, très concrets. Il y a 4 ou 5 ans, nous, PSA, avons décidé de développer 3 modèles de voitures avec le groupe GM. C'est que développer une voiture, c'est extrêmement coûteux. Une plateforme, c'est 1 milliard d'euros de R&D, un moteur, 500 millions d'euros. Donc on essaye de se mettre en commun pour faire des plateformes, des moteurs communs, et puis après on met une voiture un peu différente. Bon. Et pour faire ça avec GM, on voulait utiliser un moteur de GM. Puis évidemment, nous, on a besoin que nos modèles automobiles, la même voiture, soit vendue dans le monde entier pour rentabiliser l'énorme effort de R&D, en particulier en Chine, puisque la Chine est un grand marché automobile. Et donc le groupe m'a envoyé rencontrer le patron de General Motors, qui est une très grande entreprise en Chine, pour lui demander aimablement si, même en Chine, ils accepteraient de nous donner, à nous PSA, un moteur pour assembler cette voiture que nous comptions développer avec GM en Europe. Alors évidemment, j'étais un petit peu stressé, j'avais préparé mon truc, etc. Et j'ai vu un Américain dans un immense bureau en haut d'un building qui m'a dit, écoutez, détendez-vous, prenez un café, vous allez avoir votre réponse à la fin de la semaine, mais ce n'est pas moi qui vais vous la donner, parce que tous les organes que nous mettons en Chine, les moteurs, les plateformes, les boîtes, sont copropriétés de GM et du partenaire de GM qui s'appelle Shanghai Shanghai Automotive, qui est le plus grand constructeur automobile chinois, qui est juste devant Dongfeng. Dongfeng étant le 2e ou le 3e suivant les années. Et donc le conseil d'administration de Shanghai Automotive va se réunir et va répondre à cette question. Et la réponse a été non. Et donc, du coup, on n'a pas fait la voiture. Donc la capacité pour un groupe européen, un groupe américain, à faire un partenariat sur un objet aussi important pour nous qu'une plateforme à moteur, ça dépend aussi du bon vouloir d'entreprises chinoises qui ne sont qu'en Chine. Voilà. Et si demain, la presse a fait état il y a quelques mois de la volonté du groupe Fiat de se rapprocher du groupe GM, bon, finalement ça ne s'est pas passé, mais si Fiat voulait fusionner avec GM, vu la taille des opérations de GM en Chine et le fait que Fiat, avec la marque Jeep, est présent en Chine, si le régulateur chinois dit « je ne suis pas d'accord avec ce rapprochement parce qu'en Chine, ça ferait un acteur trop gros », eh bien, le rapprochement Fiat-GM n'aura pas lieu. Donc d'ores et déjà, la taille du marché chinois fait que dans quelques industries, les décisions de l'administration chinoise uniquement s'appliquant en Chine ont un impact en fait global. Voilà la troisième chose que je voulais dire. Je vous remercie.